La dernière fois, on a parlé de régression et de classification linéaire pour résoudre le problème de l'apprentissage supervisé. En gros, l'idée c'est que l'on a un nuage de points dans un espace de features et chaque point est associé à un label. Par exemple, like, dislike, et l'on cherchait à décrire ce nuage de points à l'aide d'une description simple faite de droite, ou si l'on est en dimension supérieure, à l'aide d'hyperplans. Et la raison pour laquelle on adore ces approches linéaires, c'est parce qu'elles ont de super propriétés. En particulier, elles peuvent être calculées efficacement par des algorithmes comme la méthode des moindres carrés, la régression logistique, SVM ou encore le perceptron, y compris quand l'espace des features est de grande dimension. Oui, j'ai pas parlé du perceptron la dernière fois, mais en gros ça fait la même chose que la régression logistique ou SVM. Mais, et il y a un mais, le problème du machine learning linéaire, c'est qu'il ne marche que si les données ont une structure linéaire. C'est-à-dire si le coefficient de régression R carré est proche de 1 dans le cas de la régression linéaire, ou si les labels sont séparables par un hyperplan dans le cas de la classification linéaire. Or ça, en général, c'est pas le cas. Voici par exemple les nombres d'abonnés de 115 chaînes YouTube scientifiques. Les données datent d'août 2017, donc elles sont pas tout à fait à jour, mais l'allure de la courbe a sans doute pas trop changé depuis. Vous voyez que cette courbe n'a vraiment pas une structure linéaire. En fait, comme on aurait pu s'y attendre, elle suit à peu près la loi de Zipf, c'est-à-dire que si X est le classement de la chaîne, alors son nombre d'abonnés va être Y à peu près égal à 1,5 million divisé par X. Et le problème, c'est que pour trouver une relation comme Y est égal à C divisé par X, avec une régression linéaire, c'est mort. Tout ça parce que cette relation n'est pas une relation linéaire entre Y et X. Oui, je rappelle qu'une relation linéaire, c'est Y est égal à AX plus B. Mais du coup, y a-t-il quand même un moyen d'utiliser la puissance de la régression linéaire pour déterminer une relation entre X et Y? La réponse est oui. Mais pour y arriver, va falloir un peu faire une bidouille de physicien. Justement, notre physicien préféré de YouTube, David de la chaîne Science Étonnante, a justement bidouillé les données pour faire ressortir la loi de Zipf en tant que relation linéaire. L'astuce, c'est de bidouiller Y en un autre label qu'on va appeler grand Y, et de bidouiller X en un autre feature, disons grand X. Et en trouvant la bonne bidouille, qui dans son cas est la fonction logarithme, on se rend compte que la loi de Zipf Y est égale à C divisé par X serait écrit comme étant grand Y est égal à constante moins grand X. Et magie, en effet, lorsque l'on trace log de Y en fonction de log de X, on obtient quelque chose qui ressemble à une droite. Bon, c'est pas tip top. Bon, on va dire que ça marche. Alors, la bidouille, les matheux puristes, ils vont pas aimer ça. Et pareil, si vous sacralisez les sciences et la méthode scientifique, désolé du spoiler, mais les sciences, c'est avant tout un énorme tas de bidouilles. C'est grâce à de telles bidouilles que les physiciens ont déterminé l'équation de Colebrook-White, que les biologistes ont déterminé la loi de Kepler, que les économistes ont déterminé l'équation de Cobb-Douglas, et que l'OMC a choisi d'utiliser l'indice de masse corporelle. On trouve ça partout en finance, et dans le milieu on appelle ça la méthode du guesstimate. Et si vous êtes en mode gros vénère parce que c'est pas logique, je vous renvoie vers l'épisode 6. La science est la quête de théories émergentes, pas de théories véritablement vraies fondées sur des mathématiques élégantes. Et pour faire ça, la bidouille, c'est pas beau, mais ça marche. En particulier, ça permet d'exploiter les algorithmes efficaces de la régression linéaire et de la classification linéaire sans trop de travail. Et les applications sont stupéfiantes. Par exemple, considérons le cas du XOR que j'ai mentionné la semaine dernière. Le XOR n'est pas linéairement séparable. Autrement dit, il n'existe pas de droite qui sépare bien les likes des dislikes. Comment peut-on utiliser la puissance de la classification linéaire pour néanmoins bien apprendre le XOR? Alors, avant de traiter ce cas sophistiqué, je vous propose une version plus simple de ce problème en dimension 1. Imaginons qu'on est en dimension 1 et qu'on a des dislikes juste quand x est entre -1 et 1. Comment séparer linéairement les likes des dislikes? Eh bien, l'astuce, c'est la bidouille. On va poser grand X est égal à x carré et on va faire la séparation linéaire pour grand X. Et là, c'est tout bête, la séparation linéaire est tout simplement le point de rupture grand X est égal à 1. Quand grand X est inférieur à 1, on a des dislikes, et quand grand X est supérieur à 1, on a des likes. Alors, il y a une façon plus élégante, une façon géométrique de mieux visualiser la chose. Pour ce faire, on reprend notre dimension du petit x initial, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une dimension qui va être égale à x carré. L'espace des features est alors de dimension 2, sauf que cette fois, on peut facilement séparer les likes des dislikes à l'aide d'une droite. C'est joli, non? De la même façon, pour séparer les likes des dislikes dans le XOR, ce qu'on veut faire, c'est rajouter une dimension supplémentaire avec des transformations non linéaires des features initiaux. Typiquement, on peut rajouter une dimension linéaire pour obtenir un espace de dimension 3, de sorte que les données se trouvent maintenant sur une espèce de selle de cheval, auquel cas on pourra séparer les likes des dislikes à l'aide d'un hyperplan
horizontale. Cette astuce d'augmentation de l'espace des features à l'aide de bidouilles non linéaires est super utile en pratique. Si votre régression ou classification linéaire ne marche pas, rajoutez tout bêtement d'autres features en rajoutant des termes comme x carré, x au cube, e puissance x ou encore log de x et tentez à nouveau votre régression ou votre classification linéaire. C'est une façon très facile de mieux expliquer les données. En fait, on peut même aller plus loin et rajouter un nombre infini de dimensions. Oui, vous avez bien entendu, un nombre infini de dimensions. Alors, pour que ça marche bien, il faut techniquement que cet espace infini soit un espace de Hilbert, c'est-à-dire en particulier qu'il dispose d'un produit scalaire. Dit comme ça, c'est pas super rassurant puisqu'in fine, on veut que les calculs puissent être faits par un ordinateur. Et les ordinateurs et l'infini, en général, ça fait pas bon ménage. Fort heureusement, on peut démontrer que la séparation optimale sera orthogonale à l'espace engendré par les données, ce qui signifie qu'elle sera identifiée par un nombre fini de nombres. En fait, autant de nombres qu'il y a de données. Mieux encore, le calcul de cette séparation optimale pourra se faire en un temps polynomial en le nombre de données, et tout ce dont on aura besoin, c'est de la fonction qui, étant donné deux features x et x', calcule le produit scalaire entre les bidouilles non linéaires de x et x' dans l'espace de Hilbert. Cette astuce remarquable est ce que l'on appelle le kernel trick et elle est très utilisée en pratique. Bon, je sens que j'en ai perdu plus d'un dans cette explication. Si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave. Tout ce que je voulais avoir dit, c'est que c'est utile en pratique de faire beaucoup de bidouilles dans des espaces de Hilbert de dimension infinie, surtout si c'est pour trouver une classification linéaire. Et je vous renvoie vers les vidéos de Wandida à ce sujet pour plus de détails techniques à ces sujets. Alors, tout ce que je raconte là peut sembler être une tentative désespérée, quoique pas si moche, de sauver les algorithmes de classification linéaire. Mais si c'était juste ça, je vous en aurais pas parlé. En fait, cette bidouille non linéaire, c'est aussi et surtout ce que font les meilleurs algorithmes de machine learning d'aujourd'hui. Oui, je parle notamment des algorithmes du deep learning. En gros, le deep learning, c'est enchaîner plein de classifications linéaires pour bidouiller l'espace des features de manière non linéaire. Oui, parce que souvenez-vous, quand on fait de la classification linéaire, on a une étape de couture à la fin, aussi appelée fonction d'activation, qui est une opération non linéaire. Le deep learning bidouille donc les features de manière non linéaire pour qu'in fine, les features bidouillées deviennent linéairement séparables par la dernière couche du deep learning. Autrement dit, le deep learning, c'est automatiser la bidouille non linéaire. Encore une fois, si ça vous dépasse, ne vous inquiétez pas, on reparlera de tout ça plus longuement. Un autre truc assez cool pour visualiser ce qui se passe, c'est de prendre la séparation linéaire des features bidouillées et de projeter cette séparation dans l'espace des features initiaux. On obtient alors une séparation non linéaire de l'espace, qui par exemple dans le cas du XOR correspond à un découpage de l'espace en plusieurs morceaux. En fait, de façon générale, si on s'autorise toutes les bidouilles non linéaires imaginables, notamment en passant par des espaces de Hilbert de dimension infinie, on finira toujours par réussir à séparer les likes des dislikes. Et ça, c'est cool. Mais c'est aussi embêtant. Après tout, si j'ai une erreur de mesure, et en sciences empiriques il y a toujours énormément d'erreurs de mesure, je suis certain que quelque part dans ce processus, je vais mal conclure à cause de cette erreur de mesure. Pareil si les features sont théoriquement insuffisants pour des prédictions déterministes des labels. Ce qui en fait est toujours le cas vu qu'on cherche uniquement des théories émergentes. Bref, il semble en fait plus pertinent de s'accorder le droit de ne pas parfaitement séparer les likes des dislikes, en considérant que c'est normal que notre modèle très incomplet soit justement incomplet. Et en effet, vouloir à tout prix séparer les likes des dislikes, c'est une erreur de base du machine learning, tout comme de l'apprentissage en général, que l'on appelle la surinterprétation ou l'overfitting. Mais ça, on en reparle la semaine prochaine. La dernière fois, on a parlé de régression et de classification linéaire et je vous avais posé le problème du XOR. Gabriel Frey et Benoît Avril avaient proposé d'utiliser deux droites de séparation plutôt qu'une. Le problème, c'est que si on cherche à faire ça tel quel, en fait, on n'a pas d'algorithme simple de calcul de ces deux droites de séparation. Et en fait, de façon générale, chercher à trouver ces deux droites correspond à résoudre un problème d'optimisation qu'on appelle non convexe. Bref, tout ça pour dire que c'est un problème qui a de bonnes chances de ne pas être résoluble de façon très générale par des algorithmes rapides. Un autre problème avec l'utilisation de deux droites plutôt qu'une, c'est que ok, pour le XOR en effet deux droites c'était sans doute une bonne idée, mais si on prend d'autres structures, d'autres répartitions, comment est-ce qu'on fait pour choisir le nombre de droites de séparation, comment est-ce qu'on les place? Bref, en fait en s'attardant sur le problème du XOR uniquement, on fait justement ce qu'on appelle de l'overfitting, de la surinterprétation, c'est-à-dire qu'on cherche à uniquement résoudre ce problème, alors que le problème du machine learning est bien plus général et qu'il faut être capable d'adresser toutes sortes de données. Je vous avais aussi demandé de réfléchir à la question est-ce qu'il valait mieux la méthode des moindres déviations de Laplace et de Lebowski
Boscovich ou est-ce qu'il valait mieux la méthode des moindres carrés de Gauss et Legendre. Et Luc Morin-Allori fait remarquer que la méthode des moindres carrés a l'avantage de bien se prêter au calcul. Et en effet, les calculs, notamment en dimension 1 et en dimension 2 de la méthode des moindres carrés, sont beaucoup plus faciles que la méthode des moindres déviations de Laplace et Boscovich. Ceci dit, ce n'est plus vraiment vrai déjà en dimension supérieure. Notamment, la méthode des moindres carrés demande à inverser une matrice. Et calculer l'inverse d'une matrice lorsqu'on a des grandes matrices à la main, c'est quand même pas facile. Bon, je vous rassure, avec des ordinateurs, ça se fait très bien. En fait, il y a les deux approches, la méthode des moindres carrés et la méthode de Boscovich-Laplace des moindres déviations, sont toutes les deux des approches qui sont en fait calculables très rapidement par des ordinateurs. On dit que ce sont des algorithmes qui ont des temps de calcul polynomiaux en la dimension de l'espace et en le nombre de données. Donc en effet, avant l'avènement des ordinateurs, la méthode des moindres carrés était beaucoup plus pratique et ça explique en grande partie pourquoi elle a été utilisée plutôt que la méthode des moindres déviations. Ensuite, Luc Morin-Allais fait remarquer qu'il y a beaucoup de faiblesses dans la justification théorique de la méthode des moindres carrés. Avant de vous en parler, il faut que je vous parle du théorème central limite de Laplace. En gros, ce que ce théorème dit, c'est que d'une certaine manière, si une erreur est une somme d'un nombre infini de petites perturbations aléatoires et indépendantes, typiquement si vous faites une mesure, il y a plein de petites erreurs dans la mesure, à différentes étapes de la mesure qui s'ajoutent et qui font une erreur globale. Le théorème central limite dit que quand il y a plein de telles petites perturbations infinitésimales et indépendantes, alors les erreurs seront distribuées selon une loi normale, qu'on appelle aussi la loi gaussienne. Je sais pas pourquoi on l'appelle gaussienne alors que Laplace avait tout inventé. Excusez mon hooliganisme laplacien. Et ce qu'il y a avec cette distribution gaussienne, c'est que sa fonction de densité s'écrit blablabla exponentielle moins blablabla erreur au carré. Si on suppose maintenant que les erreurs sont indépendantes et identiquement distribuées, alors la probabilité d'avoir toutes les erreurs qu'on a eues va être égale au produit des probabilités des erreurs, c'est-à-dire au produit des blablabla exponentielle moins blablabla erreur au carré. Et sachant que le produit d'exponentielle est égal à l'exponentielle de la somme, ça nous fait blablabla fois exponentielle de moins blablabla fois la somme des carrés des erreurs. Ensuite, ce que propose de faire Laplace, c'est de choisir les paramètres de la régression linéaire qui rendent les erreurs les plus crédibles possibles, les plus probables qui soient. C'est ce qu'on appelle la méthode de la vraisemblance. On va maximiser la vraisemblance des données, sachant les paramètres. Et en fait, maximiser cette expression, ça revient à minimiser la somme des carrés. Et comme il y a beaucoup d'erreurs qui sont en fait une cumulation de petites erreurs et qui suivent du coup la loi gaussienne, on en déduit que la méthode des moindres carrés est compatible avec l'hypothèse, en tout cas, selon laquelle les erreurs sont distribuées selon une loi gaussienne. Voilà, comme l'explique Paradoxe, la justification de Laplace de la méthode des moindres carrés est via la distribution gaussienne des erreurs. Mais tout ça suppose bien sûr que les erreurs sont distribuées selon une gaussienne. Bon, faut aussi admettre qu'il faut utiliser le maximum de vraisemblance, qui est un peu une hérésie pour un bayésien comme moi, mais j'y reviendrai une autre fois. En particulier en pratique, les erreurs ne suivent pas nécessairement une loi gaussienne. En particulier, un truc qui peut arriver assez souvent, c'est que il y a juste une erreur qui a été complètement mal faite. Voilà, peut-être que l'expérience qu'il fallait faire, c'est tester, je sais pas, un truc sur de l'acide sulfurique, et peut-être qu'il y a une expérience où on a oublié de mettre l'acide sulfurique, et du coup on a des résultats complètement aberrants. À ce moment-là, la distribution des erreurs n'est pas une gaussienne, mais c'est peut-être en général une gaussienne, mais de temps en temps on peut avoir des trucs complètement absurdes. Si à ce moment-là les erreurs ne suivent pas cette loi gaussienne, alors la méthode des moindres carrés peut donner des trucs complètement aberrants. Et ça en pratique, imaginez qu'aujourd'hui on automatise énormément les procédures d'analyse de données, ça, ce genre de truc, ça arrive tout le temps. On parle typiquement de données outlier. Un outlier, c'est une donnée qui, elle est là et on n'a pas forcément envie de l'expliquer. Et comme le fait remarquer Flunter, Wondershai, Yeh, le problème de la méthode des moindres carrés, c'est qu'elle va donner beaucoup plus d'importance à des points qui sont très éloignés des autres points. Elle va donner énormément d'importance aux outliers. Et ça, en pratique, c'est un énorme défaut de la méthode des moindres carrés. Et du coup, là, on peut lui préférer la méthode de Boscovich-Laplace parce que celle-ci sera beaucoup plus robuste. Elle ne donnera pas plus d'importance à un point très éloigné qu'à un point qui est un peu éloigné. Ça a à voir avec le fait que la dérivée d'un carré, c'est proportionnel au nombre lui-même, alors que la dérivée d'une valeur absolue, toujours un vecteur unitaire qui dépend pas du coup de la distance à laquelle se trouve la donnée. Il faudrait que je parle de tout ça bien plus longuement pour expliquer vraiment ce qu'il en est. On dit que la méthode de Boscovich-Laplace est robuste aux erreurs, ou encore qu'elle a un breakdown de 0,5, c'est-à-dire que typiquement si quelqu'un de malveillant peut modifier quelques-unes de vos données et peut ainsi essayer de foutre le bordel dans votre analyse de données. Si vous utilisez la méthode des moindres carrés, vous serez très vulnérable à ce genre d'attaque. Mais si vous utilisez la méthode de Boscovich-Laplace, la méthode des moindres déviations, alors vous serez robuste à ce genre d'attaque. En effet, il va pouvoir modifier un petit peu votre analyse de données, mais votre analyse de données ne sera pas énormément perturbée. Elle sera encore assez représentative des données non modifiées.
Tout ça est en fait extrêmement similaire à la différence entre la moyenne et la médiane. La moyenne en fait c'est la méthode des montres carrées quand il n'y a aucun features, quand on cherche à expliquer les données sans aucun feature, donc on cherche à résumer avec un seul nombre. La moyenne c'est ce qui va minimiser la somme des carrés des erreurs en disant que la moyenne représente la donnée, alors que la médiane est ce qui minimise la somme des déviations, et la médiane est beaucoup plus robuste, c'est-à-dire que si on a une distribution et qu'on prend un point qui est déjà au-dessus de la médiane et qu'on l'envoie jusqu'à l'infini, on exagère, on fait n'importe quoi avec, alors la médiane ne va pas du tout bouger. Bref, tout ça pour dire que la méthode de Boscovich-Laplace, en fait, en pratique, c'est pas mal. Mais ce n'est pas suffisant, notamment pour le bayésien que je suis. Comme Luc Morin-Lorif le fait remarquer, peut-être que plus x est grand, plus les variations de y sont grandes. Et à ce moment-là, ce qu'on aimerait, c'est que la régression linéaire prenne en compte ce fait, et bon, ne cherche pas forcément à coller aux données avec des grandes valeurs de x, puisqu'on sait que ces grandes valeurs de x sont liées à des grandes fluctuations, et du coup, on peut pas faire confiance à chacune des données individuelles. Alors que peut-être que les petites valeurs de x, elles, en revanche, sont beaucoup plus fiables. À ce moment-là, il y a plein d'astuces pour essayer de mieux coller à cette structure des données. Bref, vous voyez qu'en général, le problème de la régression linéaire est en fait beaucoup plus compliqué que ce qui est parfois enseigné à l'école. Et on pourrait même considérer que c'est un problème encore non résolu, en tout cas dont il n'y a pas de solution satisfaisante. Sauf si on est bayésien. Alors je vais pas pouvoir prendre le temps de bien vous expliquer ce que ça signifie de vraiment être bayésien, mais un aspect important du bayésianisme, c'est le fait qu'on ne fait jamais confiance à un seul modèle à la fois, et qu'il est en fait utile de faire confiance à plusieurs modèles incompatibles à la fois. En particulier, on y gagne souvent à faire une prédiction qui est une combinaison de plusieurs modèles à la fois. Et ça d'ailleurs, on reviendra dessus dans cette série. En particulier, pour un bayésien, une prédiction sera fiable que si c'est la même prédiction qui est faite par tous les modèles de régression linéaire dont je vous ai parlé. Et ça c'est génial parce que ça permet aussi au bayésien de mesurer l'étendue de son ignorance. Si les différents modèles prédisent des valeurs différentes, alors le bayésien va pouvoir conclure qu'il y a beaucoup d'incertitudes à avoir quant à toute prédiction de label. Mais bon, comme vous l'imaginez, il y aurait encore beaucoup plus à dire sur le bayésianisme. Aurélien Perdriau et commentaires signalent le fait qu'ils ont un petit peu lâché dans la vidéo précédente, et j'imagine aussi ça a dû être dur aussi pour cette vidéo. Si vous n'avez pas tout compris, c'est plus que normal. Notamment tout simplement parce que j'ai donné aucune définition rigoureuse et juste de donner une idée dans la vidéo précédente notamment de ce qui était une corrélation, de ce que pouvaient être des variations. J'ai donné aucune définition formelle notamment. Le conseil de base que j'ai à vous donner, c'est de regarder les vidéos plusieurs fois, ça aide d'intérioriser au fur et à mesure toutes les étapes des raisonnements des vidéos. N'hésitez pas à mettre pause notamment, de prendre le temps de réfléchir à un moment donné. Et enfin, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave du tout. Les trucs importants vraiment à retenir, en fait, c'est des trucs très basiques. Les trucs très importants à retenir, c'est à quoi ressemble le problème de l'apprentissage supervisé, quelle est en gros la philosophie de la régression linéaire, en gros tracer une droite et faire la prédiction avec la droite, ou de la classification linéaire, tracer un hyperplan et faire la prédiction de quel côté de l'hyperplan on est. Il faut aussi retenir que les calculs sont très rapides à faire par un ordinateur, mais que le problème c'est que parfois cette régression linéaire ou cette classification linéaire ne marche pas. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une façon de faire en sorte que ça marche tout le temps. Et ce qui va être encore plus intéressant dans les vidéos à venir, c'est que ce n'est pas forcément une bonne chose de faire en sorte que cette séparation linéaire, typiquement, va vraiment marcher, et qu'il est en fait souhaitable de faire des erreurs. Ou du moins d'inclure le fait qu'il y a des erreurs dans nos données. Enfin, Didier Muller me fait remarquer que en fait, la photo de Legendre que j'ai utilisée la dernière fois est pas une photo de Adrien-Marie Legendre, mais c'est une photo d'un poéticien français, Louis Legendre. Et le problème, c'est que Adrien-Marie Legendre, bon, on connaît pas de photo de lui à part cette caricature que je trouve assez horrible. Le mec, il a quand même inventé la méthode la plus utilisée aujourd'hui en sciences. Je pense que la régression linéaire, c'est peut-être vraiment le truc le plus utilisé dans les sciences avec la p-value. Et le pauvre Legendre, la seule image qu'on ait de lui, c'est une caricature absolument horrible. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. À partir de la prochaine vidéo et pour plusieurs vidéos, on va parler du problème le plus fondamental en fait du machine learning et de l'apprentissage statistique de façon générale, qui est le problème de l'overfitting ou de la surinterprétation. On va voir que c'est vraiment un problème extrêmement non trivial, que beaucoup considèrent encore non résolu aujourd'hui. Et on va voir que ce problème de la surinterprétation, de l'overfitting, c'est un problème qui nous concerne directement. C'est pas juste un problème de machine learning ou d'intelligence artificielle, c'est un problème de learning, d'apprentissage et un problème d'intelligence. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Comment est-ce que tu fais pour calculer le taux d'intérêt que tu vas demander? Oh my god, ça me fait paniquer rien que d'y penser. J'en ai aucune idée. Eh bien, il existe une formule presque magique qui permet de calculer ce risque. Elle est très peu connue du grand public, mais elle est applicable à n'importe quel investissement. Il s'agit
de la méthode du doigt mouillé. In practice, if you applied your basic machine learning algorithm to some data and it failed because it underfit the data, it can be a good idea to create new features from known features using nonlinear transformations and to then apply your off-the-shelf machine learning algorithms to these higher dimensional new features. Be careful though not to add too many new features. You do not want to overfit your training set.